Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour parler santé sur Canal Algérie. Nous parlons ce soir de médicaments, un maillon essentiel dans la prise en charge de nos malades. L'industrie pharmaceutique a connu un véritable boom ces dernières années. Elle est considérée comme un levier de notre économie avec 4 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires et une couverture de 70% des besoins nationaux. Néanmoins, le contexte actuel est marqué par des pressions sur les budgets de santé et une explosion de la demande avec un nombre exponentiel des maladies non transmissibles. Le challenge est donc de rallier rationalisation des dépenses et qualité de soins. Avec mes invités, on verra quelle évaluation faisons-nous aujourd'hui de l'accès des Algériens aux médicaments, comment rendre le médicament disponible et accessible en officine, mais aussi en milieu hospitalier. Quelle est la place des traitements innovants dans la prise en charge de nos malades, comment trouver des financements pour les rendre plus accessibles et améliorer ainsi les pronostics, mais aussi l'espérance de vie. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir ce soir Dr Nibouch Mohamed, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Vous êtes maintenant un habitué de l'émission. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Benhamida Soumia. Vous êtes directrice de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et j'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Zenati Ahsen. Vous êtes chercheur en économie de santé, vous êtes également directeur de recherche au niveau du CREAD. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle également que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages qu'on peut voir tout de suite à l'image. Des ouvrages en rapport donc de la recherche dans le domaine de l'économie de santé. Pour planter les corps, je vous propose tout de suite, messieurs, dames, de regarder un reportage qui revient sur l'événement cette semaine, qui est en l'occurrence l'inauguration par le ministre de l'Industrie pharmaceutique de la première usine de stylos en insuline en Algérie. C'est un reportage signé Badia Amani. Regardez. Très attendu, lancement de la production des premières quantités de stylos à insuline au niveau de l'unité de Ouedsmar, relevant des laboratoires BioCare Biotech. C'est un grand acquis. C'est la première fois que l'Algérie produit ses propres stylos à insuline en full process. C'est l'amorce de la concrétisation de tout ce que nous avons planifié au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique a annoncé le début de la production de l'insuline dès mars prochain, ce qui couvrira 40 à 50% des besoins du marché national en ce produit indispensable aux malades diabétiques. Ali Aoun a aussi dévoilé le lancement de la production des médicaments anti-cancer dès le mois prochain. Pour moi, l'insuline, c'est déjà acquis. Il reste les médicaments anti-cancer. Nous espérons un début de production le mois prochain au niveau des usines que nous avons inaugurées en 2022. Avec ces importantes réalisations, l'Algérie pourra à moyen et à long terme constituer un stock stratégique de ces médicaments essentiels suffisant pour couvrir la demande et mettre un terme aux problèmes de distribution de certains produits pharmaceutiques et aller vers l'export dans un futur proche. Voilà, donc on vient de voir ce compte rendu justement de cette première usine de stylos d'insuline inaugurée cette semaine par le ministre Ali Aoun, en attendant également la production de flacons d'insuline par Saïdal en mars prochain. On prévoit, selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique, de couvrir à peu près 50% des besoins de l'Algérie en insuline. Qu'est-ce que cela représente pour le gouvernement, docteur Nibouch, mais aussi pour les malades, Rappelons qu'en Algérie, la première cause de mortalité et les maladies cardiovasculaires, les diabétiques représentent quelque chose comme 15% de la population et ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Cela représente beaucoup. C'est un gain énorme et le fait d'être arrivé déjà à l'inauguration d'une unité de production d'insuline, je rappelle que dans le projet initial, il y a 3 insulines qui doivent être produites. Je pense qu'au mois de mars, le lancement va être effectif pour la production pour le marché algérien. Et le gain est que, en dehors de l'aspect économique lui-même, en termes de baisse de prix, en termes d'économie pour la caisse de sécurité sociale, pour ce qui est du remboursement, ce qui est fondamental pour moi, c'est que nous aurons des thérapies qui sont déjà directement disponibles pour les patients.
Donc il y a un stress en moins pour eux, mais déjà en termes de régulation, on arrivera déjà à gagner par rapport à la disponibilité et bien sûr à la qualité, puisque je connais déjà BioCare. C'est une entreprise extrêmement à la pointe de la technologie. Ce n'est pas facile de fabriquer un produit de ce type-là qui, en plus de ça, allie la biotechnologie en termes de formulation pharmaceutique à la mise en stylo à insuline qui relève, lui, du génie de la précision, puisqu'on est sur des doses de microlitres et qu'il faut donc un dispositif extrêmement précis et de haute technologie. Donc, félicitations pour ceux qui ont réalisé cela et félicitations pour l'Algérie pour ce pas important. Mais l'enjeu reste en tout cas de continuer à produire, de ne jamais s'arrêter. Justement, c'est ça, c'est de garantir une disponibilité aussi, docteur Nibouche. La question... Sans faille. Absolument, non. Mais de toutes les manières, l'industrie et la vie en elle-même ont montré que nous ne pouvons pas prévoir, par exemple, un arrêt pour rupture de matières premières ou pour des lots que l'on peut rejeter pour défaut de qualité. C'est la vie de tous les jours de l'industrie. Mais si nous sommes arrivés à cette étape déjà de fabrication et de mise à la disposition des patients de produits de haute facture, pour rappel, ce sont des biosimilaires, je pense que la compagnie en elle-même a déjà planifié la mise en place de plans d'approvisionnement, de production et de mise sur le marché de ce produit à long terme. Professeur Zenati, on disait qu'on produisait en Algérie dans l'excès certaines formes au détriment d'autres, certaines formes de médicaments, avec une saturation notamment dans les formes sèches. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on s'oriente plutôt vers les besoins concrets de l'Algérie et qui répondent réellement à notre transition épidémiologique ? Étant donné qu'aujourd'hui, on va essayer déjà de couvrir quelque chose comme 50% des diabétiques, ce qui n'est pas rien. Effectivement, donc le fait est que l'unité de production a été inaugurée, c'est une excellente nouvelle puisqu'elle va permettre de réduire substantiellement la facture des importations à la matière, et donc nous sommes véritablement dans une stratégie de substitution à l'importation. Donc ça, c'est vraiment fondamental sur le plan stratégique. Et effectivement, ça va faire face à une transition épidémiologique au long cours, qui a mis en avant des maladies chroniques très très onéreuses. Et en fait, c'est qu'il faut regarder l'aspect justement dépenses, comme l'a si bien dit docteur Nibouche, c'est qu'aujourd'hui, en termes de charge de morbidité, et évidemment la prévalence du diabète, ça prend des proportions inquiétantes. Et en fait, c'est que la transition épidémiologique dans notre pays, c'est qu'il y a une sorte de télescopage avec la transition démographique. Donc c'est comme si notre système de santé était un petit peu pris de court. On n'a pas eu le temps de s'adapter en nouvelle donne. Maintenant, en termes de besoins, je pense qu'on a fortement besoin de données épidémiologiques pour justement préciser des enquêtes nationales. Et je rappelle au passage que la dernière enquête, ça date de 2005, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on doit absolument savoir en 2023 de quoi souffrent les Algériens et les Algériennes. Donc 2005-2023, ça nous fait quand même 18 ans. Donc il y a lieu justement pour orienter les décisions. C'est en termes de choix, c'est-à-dire en matière de production nationale. Et évidemment, on a l'aspect dépenses, remboursement par la sécurité sociale, parce qu'il y a une sorte de polarisation de la dépense. Aujourd'hui, quand on prend le diabète, l'HTA et l'asthme, c'est pratiquement 70% des remboursements. Donc du coup, c'est tant mieux qu'aujourd'hui, on a une unité de production. C'est clair qu'il est très important de maîtriser les chiffres pour pouvoir prendre des décisions. Alors, le ministre de l'Industrie pharmaceutique également a évoqué son ambition de réduire la moitié, puisqu'on va produire quelque chose comme 50% des besoins en termes d'insuline. Réduire la facture de l'insuline de moitié. Je rappelle que la facture s'élève aujourd'hui à 400 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Je disais au tout début de cette émission, Madame Hamida, que l'enjeu serait de rallier justement, j'ai envie de dire, rationalisation des dépenses et qualité de soins. Est-ce que c'est faisable finalement? Est-ce que ça peut marcher ensemble, rationalisation des dépenses et qualité de soins?
Bien sûr. Déjà, si on parle de qualité de soins, il y a une chose qui est en amont. Toujours les produits qu'on prend en charge, c'est des produits qui sont validés, qualifiés, enregistrés. Donc là, déjà pour la qualité, il n'y a pas à discuter. Bien sûr, il y a toujours des suivis par rapport aux problèmes de pharmacovigilance. Donc toujours, il y a une continuité par rapport à l'évaluation. Donc cette insuline qui a été mise sur le marché algéro-algérienne, donc on parle d'une évaluation déjà économique, c'est-à-dire que réellement on va sentir c'est-à-dire le coût, la baisse des dépenses de l'État par rapport à ce produit, sans oublier que le portefeuille de l'insuline, il est à peu près de 40% par rapport au budget qui est dépensé aux médicaments. Donc là, s'il y aura cette fabrication qui est déjà naissante, donc là, vraiment, on va sentir que réellement, que cette rationalisation est proportionnelle par rapport à la qualité de dépenses. Oui. Docteur Nibouche, on dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Alors on a tendance, dans l'absolu, j'ai envie de dire, à parler aujourd'hui de cette pression qui est sur les budgets de santé et qu'à chaque fois on rappelle cette nécessité de rationaliser les dépenses. Est-ce que cela peut aller dans le même sens que des soins de haute qualité, par exemple? Écoutez, je pense que ce sont de faux amis, rationaliser et dépenser. Et pour la qualité, pour moi, il est clair que quand on veut rationaliser, la première des choses, c'est qu'on doit réellement penser à ne pas toucher à la qualité. Rationaliser veut dire que le bon patient doit avoir le bon médicament au bon moment. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs que dans ce cadre, on ne peut pas rationaliser si la loi fondamentale garantit l'accès aux soins. Donc il faut qu'il y ait une bonne intelligence dans la bonne décision politique, puisqu'il s'agit de cela, de dire nous devons limiter les dépenses pour que l'argent que nous mettons dans les soins aille vraiment au bon patient et soit bien utilisé. Donc il y a des aspects économiques. Je pense que notre ami invité de ce soir pourra développer la question autour. Mais pour moi, il est clair que ces deux éléments aujourd'hui doivent concourir au succès d'une stratégie de santé qui est mise en place par le ministre de la Santé en termes de politique de santé pour l'encadrement de la santé, pour ce qui est de prodiguer les soins, de pouvoir avoir une qualité de prestation médicale en termes de diagnostic, d'abord, en termes de prise en charge des soins et bien sûr en termes de succès des stratégies et des solutions thérapeutiques mises en place, qui vont probablement nous faire venir tout à l'heure au débat à la qualité de ce que nous devons faire en termes de disponibilité des médicaments sur le marché. Oui. Professeur Zenati, sur la même question. J'ai envie de vous la poser à vous en premier, puisque c'est vous l'économiste. Effectivement, en fait, ce sont des objectifs contradictoires. C'est-à-dire, on ne peut pas en même temps... Est-ce qu'il n'y a pas une question, moi j'ai envie de poser la question peut-être autrement, est-ce qu'il n'y a pas une question éthique qui se pose aussi au milieu ? C'est-à-dire quand on parle de rationalisation des soins et haute qualité de soins, est-ce que parfois, à un moment donné, on n'est pas... j'ai envie de dire, presque repris par des questions éthiques. Enfin, la question éthique, elle est évidemment partie intégrante. Mais il faut aussi différencier entre le rationnement et la rationalisation. C'est ça un peu, c'est le débat. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, quand vous avez des budgets qui sont limités, et en même temps, vous visez la qualité, c'est pas facile d'atteindre une qualité, d'y arriver, parce que vous avez des objectifs qui sont contradictoires. Et en même temps, je veux assurer des soins de qualité, et en même temps, je veux viser l'efficacité, et en même temps, j'ai un système de santé qui fonctionne à guichet ouvert, c'est-à-dire que j'ai la liberté de consulter un spécialiste, j'ai la liberté de m'installer sur le territoire, j'ai la liberté de prescrire ce que je veux, etc. Et en même temps, viser la maîtrise des dépenses. En fait, c'est un carré magique, si vous voulez, qu'il est difficile je pense qu'il n'y a aucun système de santé dans le monde qui a vraiment atteint ces 4 objectifs en même temps. Toutefois,
en Algérie, il y a eu des mesures qui ont été prises pour essayer de rationaliser des dépenses de santé. Si on s'attarde un petit peu sur la caisse de la sécurité sociale, vous avez ce qu'on appelle une approche comptable, c'est-à-dire introduire le ticket modérateur, le déremboursement, et en même temps, c'est-à-dire il y a une sorte aussi de rationalisation médicalisée à travers le parcours de soins qui est balisé à travers le conventionnement avec les médecins généralistes et spécialistes, etc. Et en même temps, vous avez à côté, si vous voulez, une démarche libérale, parce que nous avons un privé qui s'est vraiment développé de façon exponentielle. Et d'ailleurs, il est l'un des déterminants et des accélérateurs des dépenses de santé. D'autant plus que, c'est-à-dire la prise en charge n'est pas assurée, c'est de l'out of pocket, c'est-à-dire qu'on paye de notre poche. Et je voudrais aussi, donc au passage, rappeler certaines tendances toutes récentes. Donc, quand on regarde les données de l'OMS de 2020, et en termes de contribution des ménages, c'est quand même 37% de l'ensemble de la dépense courante de santé. L'État 38% et la sécurité sociale 25%. Donc, c'est énorme, hein. C'est énorme. On a tendance à oublier ce fardeau qui est supporté par les ménages, justement. Justement, parce qu'en fait, nous avons une triple charge, parce que dans notre système de santé, en tout cas, on paye un impôt, on paye des cotisations et on paye quand on se fait prendre en charge dans le privé. Et le problème aussi, c'est que à côté, nous n'avons pas de mécanisme alternatif. Et en fait, pour absorber, si vous voulez, les dépenses des ménages, nous n'avons pas un marché de l'assurance privée. C'est par exemple les restes à charge, tout ce qu'on paye pour donc soit des mutuelles, soit donc des assurances économiques dans le privé, ce qui fait que la charge, elle est très très lourde pour le patient. Et peut-être je pourrais même dire que justement, puisque c'est le patient qui paye en dernier ressort, c'est comme si ça a un petit peu désincité les parties prenantes pour aller vers une vraie réforme du système de financement. Parce que aussi, il s'agit d'une question de justice sociale. Oui, c'est-à-dire c'est un peu de notre faute, c'est un peu de la faute des usagers de la santé, vous êtes en train de dire en quelque sorte. Non, c'est pas de leur faute. C'est-à-dire le fait de supporter ce fardeau et de ne rien dire quelque part, c'est ça ? Non, en fait, c'est pas. Ils subissent. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils subissent. Mais c'est-à-dire l'État, en tant que régulateur, en fait, elle peut penser à des formes, en fait, de prise en charge de ces dépenses-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a des dépenses qu'on appelle catastrophiques. C'est-à-dire quand les dépenses de santé dépassent un certain montant, il y a un risque d'appauvrissement. Parce que vous avez donc des ménages qui doivent comprimer des dépenses liées à l'alimentation, à l'éducation des enfants, etc., pour pouvoir se prendre en charge sur le plan, parfois s'endetter. S'endetter carrément, absolument. Voilà. Quand c'est une maladie lourde. Exactement. Et en même temps, vous avez, c'est-à-dire, c'est un obstacle aussi pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Pourquoi ? En fait, c'est la cible 8 des objectifs de développement durable, c'est qu'en fait, il faut enlever toutes les barrières d'ordre donc financier, etc. Donc là, quand vous avez un taux de 37% comme participation, ça limite l'accès, aux soins. Oui, je vais poser la question justement à Dr Benhamida, peut-être que parce que vous représentez un peu les hôpitaux aujourd'hui, ce qui n'est pas rien, c'est très important, parce que quand on parle de gratuité des soins, généralement on parle du public. Comment évaluer finalement aujourd'hui, parce que à entendre professeur Zenati, on comprend tout de suite que la gratuité des soins est un peu un leurre quelque part, parce que les ménages supportent 37% des dépenses. Comment évaluer aujourd'hui l'accès aux soins, l'accès aux médicaments des Algériens ? Justement, c'est le cœur du débat. Déjà, actuellement, c'est-à-dire on parle d'un coût. Par exemple, pour tout ce qui est prise en charge hospitalière, tout ce qui est pathologie lourde, tout ce qui est oncologie, tout ce qui est maladie rare, ils sont pris directement en charge par l'État, à 100% par l'État. Donc là, les patients ne payent rien. Mais donc, encore faut-il que les médicaments, puisque c'est la disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre justement, thématique. Il y a toujours un travail qui est fait en amont. Donc, par exemple, quand même, il faut dire que l'offre de soins reste très limitée. En termes, ces dernières années, on a eu beaucoup de ruptures, on a eu beaucoup de retard dans l'enregistrement de médicaments thérapeutiques innovantes, particulièrement. C'est proportionnel déjà par rapport à la pandémie, par rapport à l'échelle internationale. Donc, il n'y a pas uniquement l'Algérie par rapport aux ruptures, mais toujours, c'est-à-dire si on revient toujours à l'oncologie,
Donc il y a eu la discussion des pathologies, des médicaments innovants. Donc pour l'année 2023 actuellement, donc l'État, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc c'est-à-dire elle a vraiment participé par rapport à la contribution, la hausse de la contribution qui est passée de 53 milliards à 100 milliards. Par rapport à la prise en charge de toutes ces pour la mise en disponibilité des médicaments innovants et aussi des pathologies rares. Donc il y a aussi la régulation des textes, donc la publication des guides thérapeutiques par rapport aux thérapies innovantes et bien sûr le concept de prescription et sans oublier aussi la contribution de l'État par rapport au fonds du cancer qui a été maintenu. Donc, un certain Finalement, moment, c'était une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde parce que là, oui, on peut vraiment prendre en charge très à l'aise les nouvelles, enfin les pathologies cancéreuses et lourdes et qui nous font augmenter d'année en année et aussi sans oublier les maladies rares. Donc à chaque fois il y a des nouvelles pathologies qui sont en Algérie qui sont donc pris en charge par le système de santé. Mais là encore, hein, vous anticipez un peu dans ce débat, mais bon, puisque vous abordez la question justement des médicaments innovants, là encore, il y a beaucoup de choses à dire, hein, Madame Benhamida. L'Algérie est aujourd'hui classée, hein, professeur Zenati peut le confirmer. Je pense qu'on est les derniers dans la région MENA en termes de lenteur d'enregistrement des thérapies innovantes, ce qui est très regrettable. Effectivement, en fait, la durée s'étale entre 18 mois et 5 ans carrément. Donc on est vraiment à la traîne dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Il y a aussi une autre problématique qui est l'enregistrement aussi, qui est, on a eu les appels d'offres plutôt, qui sont renouvelés chaque 5 ans, ce qui est énorme. Par exemple, le dernier appel d'offres, je pense qu'il a eu lieu en juillet 2022, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun médicament qui a été enregistré, n'est-ce pas? Corrigez-moi si je dis des bêtises. Les médicaments sont enregistrés, les médicaments sur lesquels on... Oui, mais est-ce qu'on les a finalement? L'acquisition. Voilà, donc l'acquisition, actuellement, alors. justement, par rapport au nouveau programme, donc ils sont dans la liste commerciale PCH et pour cette année, donc, ils seront disponibles pour nos malades. Et on a beaucoup de retard, docteur C'est tout à fait normal. On a beaucoup de retard parce que c'est quand même une maladie comme le cancer, c'est une maladie qui n'attend pas. Je n'ai pas besoin de vous le dire. On perd des gens en attendant des médicaments. C'est ça qui est regrettable aujourd'hui. On a un taux de mortalité qui est corrélé à l'incidence, et ce qui est très grave. Ailleurs, on a des taux d'incidence qui sont très importants, mais la mortalité, on est parvenu quand même à réduire la mortalité, alors que ce n'est pas le cas chez nous. En fait, c'est un vrai souci, les appels d'offres de la PCH, parce qu'effectivement, c'est 3-4 ans, je pense. Et le problème, 3 ans. En fait, c'est qu'il va falloir réformer peut-être le système d'appel d'offres. Et en même temps, peut-être, ce serait bien d'instituer peut-être un comité d'experts, cliniciens, économistes éventuellement, pour justement mesurer la valeur ajoutée des nouvelles thérapies et qu'il faut qu'il y ait une révision annuelle en fait. Chaque année, il va falloir réviser. Et effectivement, il peut même y avoir des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques justement sur 3 ans. C'est-à-dire sans attendre les appels d'offres. Voilà, c'est ça. Il y a moyen de réformer, je pense. Par rapport à ces molécules, justement, c'est ce qui a été fait. C'est des achats spécifiques. Ça ne sera pas des appels d'offres comme les molécules ordinaires. Et bien sûr, c'est des contrats qui seront établis avec les laboratoires. Ça va être à partir de quand? Ou c'est déjà en cours? C'est en cours, justement. La procédure, elle est en cours. On va voir les thérapies innovantes prochainement chez nous, par exemple l'immunothérapie. Bien sûr, les 29 molécules seront chez nous prochainement. On va revenir sur la question des... Et on va peut-être donner la parole à Dr. Bouch. Un mot sur cela, parce que ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'on a l'impression que la rupture est devenue un phénomène qui s'est installé et qui demeure, contre lequel nous n'avons pas de solution. Je pense que la solution est d'abord managériale et prévisionnelle. C'est ça. Mais est-ce que la PCH a les moyens d'avoir les éléments déterminant ce qui est les volumes en termes de besoins? De comment ces besoins sont répartis sur le territoire en termes de pourcentage ou par établissement. Quels sont les établissements de santé qui sont éligibles à recevoir des produits de haute qualité
thérapeutique, pas la qualité pharmaceutique, je veux dire de haute valeur thérapeutique en termes de solutions anticorps monoclonales, etc. Nous sommes sur des thérapies très sérieuses où il faut être sûr que le patient qui a besoin de cette thérapie a réellement besoin de cela. Ce que disait le professeur, à juste titre, le professeur Zenati, c'est qu'il faut revoir ce système-là, le repenser. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il faille installer encore un comité d'experts parce qu'il y en a pléthore, mais je pense qu'il faut raisonnablement prendre le temps très court d'investir dans la recherche de la meilleure des solutions pour pouvoir maintenir, tel que l'insuline, ce dont on parlait tout à l'heure, une disponibilité quasi constante et permanente de ces thérapies. En plus de cela, ce qui dérange, me semble-t-il, la pharmacie centrale des hôpitaux, et on va revenir à la question financière et économique, c'est que les hôpitaux ne payent pas la pharmacie centrale des hôpitaux. Elle livre à des coûts extrêmement importants, mais il n'y a pas de contrôle sur le besoin. Qui a réellement besoin de ce produit innovant? De quelle manière a été déterminé ce besoin? Et quand il va vers tel service du CPMC, vers tel, qui contrôle que le produit a réellement été vers ce niveau-là et quel a été ensuite le bénéfice attendu par rapport aux patients, puisque c'est un investissement. Et pourquoi l'hôpital ne paye-t-il pas la pharmacie centrale des hôpitaux? Voilà, parce que après, s'il n'y a pas de ressources financières, on ne peut pas, sans besoin, sans évaluation et sans argent, vous êtes en train de dire, docteur Nibouche, que la part, c'est-à-dire la charge des médicaments ou autres produits pharmaceutiques n'est pas supportée par les budgets des hôpitaux, c'est ça? Non, je pense que oui, bien sûr. Ça dépense. Non, mais ça dépense. Actuellement, c'est 50% du ministère de la Santé, 50% du budget de la PCH. Mais cette année, c'est 75 et voilà. Qui est pris en charge. Mais évaluons et faisons le diagnostic de pourquoi les hôpitaux ne payent pas. Parce que ça dépasse la demande en soins, demande en termes de financement des soins au sein des hôpitaux, dépasse les besoins réels tels qu'ils ont été déterminés par la pharmacie centrale des hôpitaux. Est-ce que la pharmacie centrale des hôpitaux, si on achète un médicament de nouvelle génération, innovant, etc., elle répond réellement aux besoins en termes de volume à tel hôpital? Et pourquoi l'hôpital demande-t-il 100 flacons au lieu d'en demander, par exemple, 250? Est-ce que ce mode de fonctionnement, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis managérial, est fonctionnel? Et pourquoi, dans ce cas, s'il est fonctionnel, sommes-nous en face d'un échec répété chaque année? Oui, je pense donc, on peut dire. Vous vouliez répondre? Allez-y. Oui, bien sûr. Déjà, pour vous donner, vous soulager par rapport à ce souci. Donc, il y a eu la création, ce qu'on appelle au niveau d'ailleurs surtout pour cette année, pourquoi on a un petit peu tardé par rapport à la procédure de la disponibilité de ces produits. Donc, par rapport à la création d'un comité d'oncologie qui est créé au niveau du ministère de la Santé, déjà par rapport cibler quels sont les établissements qui sont éligibles à la prescription et à la prise en charge de cette pathologie, même par rapport à l'établissement de ces besoins. Donc on a fait ce qu'on appelle une évaluation des besoins par établissement éligible à la prescription et par nombre de patients et nombre de cures. Donc aussi il y a eu l'établissement et la création l'installation d'un ce qu'on appelle un bon de commande électronique qui est donc c'est un réseau qui a été créé entre la pharmacie centrale des hôpitaux, la centrale qui est le ministère de la Santé et bien sûr les établissements pour avoir un retour sur l'ensemble, bien sûr des commandes, des besoins, des stocks pour manager ce qu'on appelle les états et aussi les besoins. Donc là, pour avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle non seulement une feuille de route et aussi pour avoir une visibilité sur les produits qui sont très chers bien sûr et onéreux et aussi pour leur
leur, on va dire, pour leur disponibilité au sein des établissements qui sont réellement utilisateurs et aussi les patients qui en ont réellement besoin. Donc c'est le nouveau processus qui a été conçu pour cette année. Oui, mais la problématique chez nous, peut-être en Algérie, ce n'est pas tant de créer des dispositifs ou d'injecter de l'argent, parce que ça, on l'a toujours fait malheureusement. Le problème, ça a toujours été, comme disait Dr Nibouche, c'est l'évaluation, en quelque sorte, ce rapport coût-efficacité. On l'a pas finalement, il est toujours biaisé. Oui, effectivement, en fait, il est urgent, si je puis dire, de mettre en place des démarches d'évaluation des technologies de santé, donc tout ce qui est évaluation médico-économique, pharmaco-économique. Enfin, ça a commencé, mais bon, il va falloir accélérer les choses, parce qu'en fait, il faut vraiment s'inquiéter, parce que vous avez des sommes qui sont dépensées et à côté vous n'avez pas l'efficacité attendue, parce qu'il y a quand même une incertitude en matière de traitement. D'où justement l'intérêt de disposer des données cliniques et des données en vie réelle pour pouvoir justement juger donc de la pertinence et de l'efficacité des soins en rapport avec les coûts. Et en même temps, ça permettra justement donc d'éliminer des produits qui n'ont pas une valeur thérapeutique, donc un service médical rendu suffisant, et ça va dégager donc des marges financières pour justement les dédier aux innovations thérapeutiques qui ont fait leur preuve. Et idem aussi pour même les biosimilaires. Je crois que les biosimilaires ont permis justement cette année d'économiser 150 millions de dollars, et l'actualisation des consensus thérapeutiques aussi. Exactement. Là aussi c'est un vrai souci, parce que ont été actualisés. Exactement. Donc d'où l'intérêt de revoir les thérapies, quelles sont les molécules à retenir, exactement, les molécules à... Parce qu'en fait, les consensus thérapeutiques, c'est une chose importante. Ça a été, ils l'ont fait pour l'oncologie. Ça serait bien, c'est-à-dire l'étendre vers d'autres spécialités. Et en même temps, ça permet d'homogénéiser en quelque sorte les pratiques médicales. Parce que quand il y a une hétérogénéité, il y a des surcoûts. Chacun va, c'est-à-dire soigner à sa façon. Il était question à un moment donné de le faire. Peut-être que cela nous emmène un peu à un point aussi très important dans le débat, parce qu'on s'est un peu perdu dans l'économie de santé. Revenir un peu sur la liste peut-être des médicaments essentiels qui étaient prévus il y a quelques mois, mais qui tardent finalement à venir malheureusement pour bon nombre d'obstacles. Pourquoi on n'y arrive pas finalement? On est un des rares pays, voire peut-être le seul pays qui travaille sur une liste de médicaments essentiels de l'OMS. Oui, alors que techniquement, en principe, chaque pays doit avoir sa propre liste, qui doit être renouvelée chaque 2 ans, c'est ça? Je suis tout à fait ravi de la question, parce que elle est là à brûle pour point. C'est que le besoin, il n'est pas que essentiel. À la limite, il n'y a pas de politique de santé sans détermination des besoins du point de vue essentiel. Une liste de médicaments essentiels, celle de l'OMS, elle est extrêmement longue, et c'est pour la planète entière. L'Algérie a une réalité socio-économique et une réalité de santé qui n'est pas celle des voisins ou celle de notre contrée. Nous devons absolument tenir compte de ces données-là. L'un des éléments les plus faibles de notre pays, c'est la détermination des besoins. Autrement dit, d'avoir des valeurs épidémiologiques pour savoir exactement ce que nous avons en termes de morbidité, en termes de prévalence, enfin en termes d'incidence, ce qui permettrait de prévoir en termes de dépenses, mais de savoir exactement à quoi j'ai affaire en termes de pathologie et qu'est-ce que je dois choisir comme stratégie en termes de solutions thérapeutiques. Choisir un médicament essentiel, c'est dire je vais le choisir en termes de consensus, en termes de départ, de démarche de diagnostic, en termes de démarche de soins à mettre en place. Donc, nous devons aller vers ce que l'on appelle la conférence nationale de consensus, qui détermine quels sont les médicaments essentiels que l'on a choisi d'utiliser en Algérie, du premier niveau, deuxième niveau, jusqu'au troisième niveau, qui est le niveau le plus important et le plus coûteux, mais
pas essentiellement le plus efficace. Donc ça, pour répondre à votre question de pourquoi nous ne sommes pas arrivés à la mettre en place, la liste des médicaments essentiels, c'est qu'elle a été mise en place en 1980 déjà. Dans les années 80, elle avait été mise en place. Ensuite, échec, parce qu'on l'a mise de côté, qu'on a été dans des débats d'école, d'université, à l'est, à l'ouest, au centre, etc. De voilà ce que on utilise, et puis on s'est mis à avoir des niveaux de prescription qui n'étaient pas autorisés sur des thérapeutiques qui étaient essentiellement dédiés à des soins de haut niveau et qui ont été prescrits de manière très dommageable à des niveaux plus faibles. Peut-être rappeler juste entre parenthèses, si vous permettez, docteur Nibouche, qu'est-ce qu'une liste essentielle de médicaments pour les gens qui nous regardent? C'est des traitements qui doivent être tout le temps disponibles et en quantité suffisante, c'est ça en gros, et qui sont très importants vu la transition épidémiologique de l'Algérie, c'est ça en gros? Oui, non, mais d'abord, c'est une liste des médicaments qui doivent répondre absolument à la prise en charge des pathologies auxquelles est confrontée l'Algérie. Bon, voilà. Aussi bien l'angine que la grippe, que la Covid-19, que le cancer. Et puis, il n'y a pas que le cancer, il y a les maladies rares. Nous n'avons rien face à cela. Nous ne savons pas ce que... On parlait de thérapie, de médecine génomique, etc. Mais je pense que, pour l'instant, quand je dis nous n'y sommes pas, oui, nous y sommes, c'est vrai, en termes d'ère. Nous sommes à l'ère de la médecine génomique. L'Algérie doit s'y inscrire. Mais pour pouvoir y aller, faisons d'abord le pas de régler tous ces problèmes importants que nous avons, qui sont des problèmes de prévision, de planification et de mise en place d'une structure en termes de politique de santé qui puisse permettre une prise en charge. Alors pour dire, vous avez utilisé une expression qui est soins essentiels et médicaments essentiels, médecine essentielle. Les deux ont un sens peut-être un peu différent, mais ils se rejoignent sur ce qui est fondamental, c'est que la liste des médicaments dont nous avons besoin doit être établie selon des besoins qui sont déterminés de manière sur les données épidémiologiques précises, et que l'Institut national de santé publique se doit de faire. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Je vais vous donner la parole, docteur Benhamida. Je sais que vous attendez pour répondre à docteur Nibouche. Je voulais quand même vous parler précisément. Je parle ce soir, ou nous parlons ce soir des thérapies innovantes. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un luxe quand on en parle, parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi que ces traitements ont permis d'améliorer la prise en charge de beaucoup de maladies et d'améliorer la survie. C'est pour ça qu'on insiste ce soir là-dessus. Docteur Benhamida. Donc je reviens justement par rapport à la définition des médicaments essentiels. Généralement, une liste de médicaments essentiels, bon, c'est vrai, on parle toujours, il y a la liste OMS, comme l'a bien dit Dr Nibouche, c'est une liste mondiale. Mais une liste de médicaments essentiels pour un pays, c'est une liste qui répond aux besoins de santé publique. C'est ça. Donc l'Algérie, pour information et pour retour à l'histoire, on avait une liste de médicaments essentiels qui était en DCI, forme et dosage, qui était publié en 1997. Un guide, c'était sur la base de ce guide qu'il y a eu l'élaboration de la nomenclature nationale des médicaments, qui est actuellement à 4000 et quelques molécules. Donc c'est une liste qui répondait bien sûr à l'ensemble des problèmes de santé publique qui étaient en Algérie dans ce temps-là et qui étaient classés en DCI par classe thérapeutique, c'est-à-dire chaque pathologie et chaque classe thérapeutique, elle avait la gamme de DCI qui couvrait l'ensemble des pathologies. Bien sûr, avec le temps, il fallait qu'on actualise cette liste. C'est ça, oui. Parce qu'avec bien sûr les nouvelles pathologies, avec tout ce qui enfreint à l'innovation, donc il faut qu'on mette, c'est-à-dire on update notre liste. Bien sûr, actuellement, il y a un décret qui prend en charge, bien sûr qui est pris en charge par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, et je pense qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Oui, un travail qui est fait depuis plusieurs mois, depuis 2 ans bientôt, mais qui tarde à venir malheureusement. La liste des médicaments
Oui, il y a eu Oui, plusieurs oui, un réunions. comité, Il y a eu plusieurs un ensemble réunions de avec l'observatoire particulièrement bien du sûr, médicament sans au niveau pour du... autant que, Absolument. avec les textes, il y a ce qu'on appelle, donc il y a l'élaboration de ce qu'on appelle les nomenclatures des hospitalières et officinales qui seront élaborées. Donc là, par rapport à l'hospitalière, donc il y aura des listes de médicaments par spécialité et par service et par activité aussi, parce que ce qui est intéressant, donc si on va revoir l'économie de santé, donc l'approche réelle, tout ce qu'on considère comme essentiel, ça sera des listes par spécialité, bien sûr, par service et par activité de service. Je pense que la liste des médicaments essentiels pose également le problème du remboursement, avec une gratuité de soins, puisqu'elle parle, Madame Belhamida parle justement du milieu hospitalier particulièrement, n'est-ce pas, docteur Zenati? Oui, l'enjeu économique est toujours présent, donc ça on peut pas le nier. Mais juste que j'ai envie de dire que, c'est-à-dire la contribution de l'État par rapport aux médicaments dans le public, elle a stagné entre 2012 et 2020. C'est pratiquement 13% de participation de l'État. Après, quand on regarde le budget Médis chapitre 13, on a 35 milliards de dinars. Effectivement, parce que là, les besoins exprimés par les chefs de service sont importants, d'où en fait l'endettement, c'est-à-dire des établissements de santé vis-à-vis de la PCH. Donc il y a une dette qu'il va falloir... Mais ça a été réglé, l'endettement avec c'est-à-dire avec le projet du PAM, dans l'axe 5, toutes les dettes ont été validées et bien sûr reprises par l'État. Oui, ce qu'il faut dire aussi peut-être, professeur Zenati, ce soir, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de l'accès aux médicaments innovants, encore une fois, ou thérapeutiques innovantes, notamment pour les maladies rares ou pour les cancers. Est-ce qu'aujourd'hui, la question peut-être on devrait la poser différemment, est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements sont conscients que même économiquement on est gagnant finalement, parce que quand on voit les pertes indirectes lorsque les gens sont malades de cancer ou autres, il y a bien entendu, vous en parliez tout à l'heure, les congés maladie, les départs à la retraite anticipée, les morts prématurées, tout ça, ça coûte très cher également aux contribuables. Oui, justement, en fait, vous avez là abordé une question essentielle, c'est les coûts indirects dus au cancer, absolument, à toutes les maladies lourdes. La charge de morbidité, parce que quand vous avez donc des gens qui sont actifs, ils sont encore sur le marché du travail, qui tombent malades, ce sont des indemnités journalières payées par la Caisse de la Sécurité sociale. Idem, vous avez une mortalité prématurée aussi, pour quelqu'un qui décède, voilà. Et en même temps, vous avez des coûts, c'est-à-dire psychosociaux, qui sont difficilement saisissables. C'est-à-dire les pertes, affectives, la souffrance, la douleur, etc. Ça représente les 2/3 des coûts indirects. C'est-à-dire, malheureusement, nous sommes un peu, très focus sur les coûts directs uniquement. C'est-à-dire, je suis payeur, donc je regarde uniquement ce qui va. Exactement. Je ne regarde pas en fait ce que j'évite comme coût pour la collectivité. D'ailleurs, plus on élargit la perspective, c'est-à-dire on prend, la vision de la société dans son ensemble, plus on se rend compte que les coûts sont importants. D'où justement la nécessité de sortir de cette vision un petit peu unilatérale, c'est-à-dire de tenir compte de l'ensemble des parties prenantes quand on fait comme ça donc des évaluations. Et effectivement, quand on améliore la survie globale ou la survie, pour les cancéreux justement, c'est que, comme vous l'avez dit, en tout cas la santé donc n'a pas de prix, donc la disposition à payer, elle est exactement. Donc il y a lieu effectivement d'aller un petit peu vers ces thérapies-là, puisqu'elles ont fait leurs preuves, et en réalisant des économies par-ci par-là, ça va nous permettre justement de les financer. Et ça permettra donc, si vous voulez, un élargissement un petit peu du marché, parce qu'actuellement le marché il est très limité. Je pense qu'il s'établit à hauteur de 150 millions de dollars pour les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Donc c'est pas... Et si on prend 400 000... Ça, c'est les dépenses, hein. Vous parlez des dépenses. Non, en fait, là, c'est la PCH, en fait. Et vous avez quelque chose. C'est 40%, je pense, les dépenses anticancéreux pour la PCH. C'est 40%. Non, c'est 69%. Les dépenses de la PCH, oui.
C'est énorme, hein? Oui. C'est quand même énorme. 69% Parce qu'il faut parler du budget. On parle des coûts directs et des coûts déjà pour l'oncologie. Il y a le coût direct par rapport à la thérapie, mais tous les coûts indirects, tout ce qui est effet secondaire, l'absentéisme, tout ce qui est ça, donc c'est des coûts indirects par rapport à la pathologie. Oui, mais en aussi. fait, là, Bien sûr, ils sont pas. En fait, non, c'est pas la PCH. En fait, moi, je parlais du budget de la PCH. Je pense, corrigez-moi si je me trompe, le budget de la PCH, il doit être aux environs de 920 millions de dollars. Et aussi la contribution de l'État par rapport à ces produits-là. Oui, et après, vous avez les anticancéreux qui représentent 400 millions de dollars. Donc, on est à 40% à peu près du budget de la PCH. Est-ce qu'on a une idée du coût, justement, ou une évaluation du coût des thérapies qui n'entrent plus en Algérie? Parce qu'on a peur de financer, justement, ou de dépenser. Hein. Souvent, on parle du coût lorsqu'on parle de traitements innovants qu'on n'importe plus depuis quelques années, qu'on avait par le passé, par exemple, encore une fois, l'immunothérapie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a approximativement une idée du coût de ces thérapies? Déjà, je peux donner une idée par rapport à on va dire si on va prendre l'ensemble des thérapies, pour le cancer. Donc, on va jusqu'à 200 milliards. Oui. Docteur Nibouche? Moi, je voudrais juste dire parce que la question de dire qu'est-ce qu'il faut pour nous n'avons pas de données pour pouvoir dire c'est quoi mon réservoir de patients aujourd'hui. Et vous savez, un patient et un autre, c'est différent. En termes de conduite thérapeutique, et la solution thérapeutique peut être différente. Elle peut être peu coûteuse pour l'un et plus pour l'autre. Ça dépend du stade de la pathologie, etc. Nous n'avons aucune donnée. Donc nous n'avons pas de visibilité pour mettre en place un plan en termes de vision, de prise en charge, d'évaluation et de quantification des moyens financiers en termes d'économie, etc. Je voudrais juste dire une chose par rapport à cela. Moi, je pense que la question n'est pas de dire c'est le volume financier de l'opération, ça fait 150 millions, 200. Peu importe. Je pense, quand je disais tout à l'heure managérial, quelles économies peut-on faire dans le choix judicieux du bon produit? Dois-je acheter le Princeps ou dois-je acheter le biosimilaire? Si c'est le biosimilaire, tout à l'heure on parlait des process d'enregistrement, nous avons une agence d'enregistrement, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui est capable de déterminer la qualité des produits que l'on veut enregistrer, leur efficacité, etc. Je pense qu'en un rien de temps, ils l'ont prouvé, quand il y a eu la Covid-19, etc., que l'enregistrement pouvait se faire de manière extrêmement rapide. S'il y a un intérêt national de santé publique, la décision peut se prendre immédiatement et le résultat peut se faire sentir très rapidement. Ensuite, débloquer de l'argent, parce qu'on a fait des économies substantielles de l'autre côté, on peut faire donc des choix déterminants en termes de stratégie pour pouvoir s'approvisionner et mettre à profit ces produits-là pour les patients qui en ont réellement besoin. Bien sûr, il ne s'agit pas d'utiliser des produits tout azimut par qui voudrait les prescrire et qui voudrait les acheter. Oui. Voilà. Professeur Zenati, justement, quelles sont les solutions qu'on peut proposer aujourd'hui pour trouver des financements justement pour des thérapies innovantes? Oui, c'est-à-dire qu'on va effectivement d'abord réaliser des économies sur ce qu'on peut réaliser, comme donc, les biosimilaires qui ont permis de dégager des marges et les réinjecter donc, dans l'acquisition des thérapies innovantes. Le biosimilaire, c'est un peu comme le générique des thérapies innovantes. C'est pas exactement la même chose. Oui, voilà. Oui. Il y a des c'est 25%, je crois, 30% moins cher, 30% moins cher, voilà. Et en même temps, je trouve que voilà, le fait de disposer d'un fonds de lutte contre le cancer, c'est une excellente chose. C'est un mécanisme un peu, on va dire, innovant de financement. Je rappelle que je crois qu'il a atteint 50 milliards de dinars, le cumul en fait, depuis donc, sa création. Ça serait bien juste 62 milliards.
Donc, mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore, n'a pas été utilisé pour l'acquisition des traitements innovants. Peut-être ça va venir. Enfin, Oui. voilà. Actuellement, il y a la contribution Et de en l'État même temps, aussi. comment? La contribution de l'État qui est l'État. passée de 53 milliards jusqu'à 100 milliards cette année. Oui. Et en même temps, ça serait bien aussi de regarder d'autres, c'est-à-dire. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de produire ça localement? Alors on voyait tout à l'heure par exemple dans le reportage Monsieur Aléaoun qui disait justement que l'année 2023 sera l'année également de l'oncologie. L'Algérie a déjà produit des biosimilaires lors de la Covid avec des anticoagulants notamment. Est-ce qu'on peut produire ça chez nous prochainement? Est-ce qu'on peut espérer? Oui, c'est l'idéal, je veux dire. Oui. Docteur Nibouche? Oui, non, produire chez nous, disons qu'on achèterait la matière première et puis on mettra en place... Ça ne sera pas en full process? Non, ce sera en full process à partir de la matière première. Mais je veux dire que pour arriver à une sécurité sanitaire en termes de disponibilité, je dirais même en termes d'indépendance, il faut produire la matière première chez nous, parce que nous restons quand même dépendants de l'approvisionnement en matière première. Et s'il y a un problème chez le fabricant fournisseur de matières premières, ce sont des matières premières que l'on ne va pas trouver à tous les coins de rue, et donc il va falloir négocier en termes de prix, de volume et de planifier les achats dans le temps. Mais cela est tout à fait possible. Nous en avons fait la démonstration avec durant la Covid et aussi par la fabrication de l'insuline. C'est une technologie qui est très facile et très, très, très accessible à partir de la matière première. Donc par rapport à cela, nous pouvons le faire. Ce que je veux dire, c'est que à l'échelle industrielle, si c'est pour produire 6 millions de flacons, l'investissement est très élevé pour une demande qui n'est pas importante. Donc il faut vraiment avoir en termes de stratégie une projection d'exportation, d'acquisition de parts de marché ailleurs pour rentabiliser ces investissements. Mais je reste que sur cette idée-là, l'Algérie doit être pionnière en Afrique parce qu'elle en a les moyens. Elle a les moyens en termes de compétences, elle a les moyens en termes d'installation industrielle. En termes d'environnement aussi? En termes d'environnement, c'est ce que je dis. Et elle a les moyens d'investissement ailleurs en termes de prise de part de marché, de vente et de participation à des appels d'offres internationaux, etc. Ça a commencé à se faire. C'est très encourageant ce que nous avons observé. Après, il reste la question qui est importante, c'est le choix de ce que nous devons fabriquer. Oui. Et qui doit être j'allais dire, donner le feu vert pour produire. Ce n'est pas n'importe qui va produire n'importe quoi. Je veux dire, un fabricant... On parle aujourd'hui justement, on le disait tout à l'heure en préambule de cette émission, de 70% de couverture des besoins nationaux. Alors ça c'est en termes de quantité ou de besoins. C'est la question que j'allais vous poser. Ou de besoins pertinents, j'ai envie de dire. C'est en unité de vente ou en valeur? C'est la question que je C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on produit? Est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui en Algérie? Qu'est-ce qu'on produit concrètement? Il est plus important, à mon sens, de produire 70% de la demande en volume. C'est très important parce qu'il y a une demande, on répond, nous sommes là, nous sommes présents. Ensuite, il y a la qualité de la réponse. La qualité de la réponse, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Si nous avions des éléments de mesure, que sont l'incidence, la prévalence, le réservoir de patients, etc., nous saurions, en termes de stratégie, où il faut investir en termes de production pour mettre à profit pour la politique de santé, les produits en termes de disponibilité. Ensuite viendra bien sûr la stratégie d'exportation, puisqu'il faut répondre d'abord à notre besoin personnel, nous, en tant qu'Algériens, puis voir après les possibilités d'exportation. Et ça, pourquoi je dis ça? C'est pour ne pas permettre quand même à un fabricant, dans sa stratégie de développement industriel, de fabriquer un produit qui va être coûteux, mais qui probablement n'intéressera pas la santé en termes de stratégie ou de solutions thérapeutiques. Vous avez le mot de fin, professeur Zenati, en un mot, puisque cette émission est terminée. Peut-être rappeler l'importance de la recherche aussi dans ce domaine, puisque vous êtes chercheur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on écoute les chercheurs finalement? Est-ce qu'il y a un climat propice à la recherche?
Honnêtement, non, il n'y a pas, c'est-à-dire l'environnement n'est pas favorable vraiment à la recherche parce qu'un chercheur, il a besoin de données factuelles pour pouvoir réfléchir et proposer des solutions. Quand on regarde aujourd'hui le système d'information, il est assez fruste. Et par moment, on est obligé de produire notre propre information à travers des enquêtes de terrain pour pouvoir travailler. Il faut même les données administratives, elles ne sont pas disponibles. Regardez par exemple les sites les sites, je sais pas, de n'importe quelle institution. Enfin, je parle du domaine de recherche qui nous intéresse. Vous n'avez pas les données, vous avez les textes juridiques, vous avez la galerie de photos, mais vous n'avez pas les données statistiques. C'est à la matière première, c'est frustrant. Qui est frustrant. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Madame Hamida, un mot de fin peut-être ? Je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous posez sur ce sujet. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.